Bonjour. Bonjour et bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette rencontre donc dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Adélaïde Oval et Annette Monod, deux femmes courageuses, deux femmes exemplaires, auxquelles nous sommes donc très heureux de rendre hommage. Soyez les bienvenus ici au Mémorial de la Shoah. Adélaïde Oval et Annette Monod, deux destins qui sont retracés et très documentés dans ces deux livres que nous vous présentons aujourd'hui. Deux ouvrages parus aux éditions Ampélos, donc Rester humain, le sondage Auschwitz et de Ravensbrück d'Adélaïde Oval, ainsi que Annette Monod, L'Ange du Veldiv de Frédéric Antil, ici présent. Alors nous disposons d'environ 1h30. Nous allons bien sûr garder une séquence de fin d'un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir échanger avec vous. Donc vous pourrez évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vais tout d'abord présenter nos intervenants et leur demander à chacun très rapidement s'ils pensent les uns et les autres que nos deux femmes courageuses se seraient rencontrées. Et puis ensuite, nous allons dérouler cette séance en alternant des récits biographiques et des témoignages. Et avec Patrick Cabanel, notre historien, nous ouvrirons en introduction et nous conclurons ensemble cette séance. Alors nous avons la chance d'avoir avec nous Hélène Oval, la nièce d'Adélaïde Oval. Donc je vais vous approcher votre micro, voilà. Et puis on va l'allumer. Bonjour. Tout d'abord, merci de m'accueillir ici à cette table. J'en suis très honorée. Donc votre question, est-ce que Annette Monod et Adélaïde Oval auraient pu se rencontrer? Je suppose qu'elles se sont rencontrées. Enfin, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, d'après leur parcours respectif. Et en tout cas, elles se rencontrent dans la manière qu'elles ont eue d'aider leurs prochaines dans le cadre de la détention pour Adélaïde Oval et de l'aide que pouvait apporter Annette Monod dans les différents camps qu'elle a fréquentés. Absolument. Alors nous recevons également Pierre Lyon-Camp. Bonjour. Bonjour madame. Dont le père François, donc avocat au Conseil d'État, a reçu le soutien d'Annette Monod au camp de Drancy. Donc bonjour Pierre Lyon-Camp, et j'ai promis de ne pas vous appeler maître. Je n'étais pas avocat et le mot maître est utilisé pour qualifier les avocats. J'étais magistrat et donc le mot maître en effet n'est pas adapté. Comment auriez-vous imaginé cette rencontre entre Annette et Adélaïde, Pierre Lyon-Camp? Ce que je pense, c'est qu'elles ne pouvaient pas ne pas se rencontrer. Étant dans le même camp, Madame Othman étant médecin, on avait besoin d'elle nécessairement pour des problèmes de santé, et donc il était inévitable et fort heureux qu'elles se rencontrent. Donc avant d'écouter vos précieux témoignages à tous les deux, Hélène Oval et Pierre Lyon-Camp, nous allons donner la parole au biographe Frédéric Anquetil, qui a également bien connu Annette Monod à l'Association des chrétiens contre la torture. Il est l'auteur de ce récit sur l'ange du Veldiv. Bonjour Frédéric Anquetil. Bonjour. Alors même question d'introduction. Eh bien, je pense qu'effectivement, Annette et Adélaïde se sont bien rencontrées autour du 20 juillet 1942, dès l'arrivée des enfants au camp d'internement. Adélaïde Oval était déjà présente, et avant que le Veldiv commence à être vidé, voyant qu'il n'y avait rien à faire au Veldiv, Annette a couru aussitôt dans les camps qu'elle connaissait pour préparer leur arrivée. Et inévitablement, elle a rencontré Adélaïde à ce moment-là. Nous recevons également aujourd'hui Georges Hauptmann. Voilà, vous appuyez ici. Oui, bonjour. Je n'ai pas connu Adélaïde Oval, mais j'ai été élève d'un professeur juif qui a été déporté à Auschwitz et à Buchenwald, le professeur Robert Wetz, auquel je tiens à rendre hommage. Et
Et ceci m'a conduit à m'intéresser aux médecins déportés, dont on ne parle pas tellement, et de là, évidemment, au problème et à l'aventure, qu'on peut dire, d'Adélaïde Oval. Voilà, je vous laisse prendre le micro également, Patrick Cabanel. C'est donc avec l'historien Patrick Cabanel que nous allons revenir sur la singularité de cette résistance féminine. Bonjour, Patrick Cabanel. Bonjour. Bonjour. J'aimerais beaucoup, on va apporter le micro plus près de votre bouche. Merci. Voilà, on va le glisser on a un peu déchiré, je suis désolé, voilà, on a déchiré le tissu. Encore, puisque cette séance est enregistrée et Vous m'entendez? Oui. Voilà, Oui. là c'est beaucoup mieux. Bonjour, Patrick Cabanel. Bonjour. Je vous invite peut-être à introduire cette séance en tentant de définir ce que serait, d'un point de vue historique, cette résistance féminine non violente. Je rappelle que Annette et Adélaïde étaient respectivement âgées de... Je rappelle que Adélaïde et Annette étaient respectivement âgées de 33 et 30 ans en 1939 et qu'elles sont donc toutes les deux entrées en résistance. De quelle résistance parlons-nous, Patrick Cabanel? Je vais essayer de répondre. Je vois que vous ne m'avez pas posé la question sur se sont-elles rencontrées. Question qui m'a paru tout à fait décontenançante, mais les gens ont répondu avec beaucoup de sérieux. On a même une date. C'est extraordinaire l'histoire. Parce que j'avais aucune idée, je le reconnais. Voilà. En même temps, comment dire, je vais essayer de ne pas commencer tout de suite à parler d'elles, mais elles appartiennent toutes les deux à une catégorie extrêmement minoritaire de la population. Non seulement elles sont protestantes, ce qui est déjà rare en France, mais en plus ce sont toutes les deux filles de pasteurs, ce qui est, c'est pas courant. Et en même temps, c'est une figure collective capitale. Hein. Il y en a beaucoup dans cette histoire-là. Tout à l'heure, avant de venir ici, je regardais, comme je le fais à chaque fois, le mur des justes, voilà, à l'extérieur. Et en 1964, il y a 2 justes en France. Et quelle France! Alors, je suis désolé pour la France laïque. S'il y a des laïcs dans la salle, vous êtes déçus, car les 2 premiers justes français sont un prêtre catholique et une protestante, qui n'est ni Adélaïde Oval, qui n'est juste que l'année suivante, en 65, ni Annette Monod, qui n'est pas juste d'ailleurs, je crois. Elle est juste, Annette? Elle n'est pas juste. Hein. Dans le film La Rafle, la cinéaste disait qu'elle était juste, mais elle ne l'est pas. C'est Alice Ferrière, qui est la première juste de France. Et juste après, je vous le signale, je regardais tout à l'heure, j'ai pris des notes. Donc 64 Alice Ferrière, 65 Adélaïde Oval, 66 une protestante de Montbéliard, Louise Blazer. Je ne sais pas si vous voulez quelque chose, belle figure de résistante aussi. Et puis en 67, une Marseillaise d'origine suisse, qui était d'ailleurs, je crois, la femme qui a aimé... ne me regardez pas comme ça. La femme qui a aimé, vous savez, ce grand poète-là, brisé par la guerre de 14-18, qui a vécu dans un lit, son nom m'échappe à l'instant, à Carcassonne, dans l'Aude. Les gens cultivés dans la salle, là. Oui, Joé, c'est ça. Joé Bousquet, voilà. Elle s'appelait Germaine Mühlenthaler. Elle était suissesse. Et puis, toujours à Marseille, Susélie Lénard. Voilà. Alors j'ai appris récemment qu'il faut dire Lénard et pas Lénart. C'est une grande famille. Il y a des gens dans la télévision publique chez les Lénard. Voilà. Alors, vous voyez, elles ont été, ces femmes, reconnues très tôt. Toutes sont juste entre 64 et 67. Mais c'est vrai qu'elles appartiennent à une résistance, je vais dire des banalités, mais qui a longtemps n'a pas été reconnue. C'est tellement banal de le dire aujourd'hui. Quand j'étais jeune prof d'histoire, le camp qui incarnait le nazisme, pour nous, les jeunes profs d'histoire, il y a maintenant 30 ans de ça, c'était pas Auschwitz, c'était Buchenwald, ou c'était Mauthausen surtout, Mauthausen. Et puis aujourd'hui, c'est Auschwitz. Ça veut dire que c'est pas la même, vous savez bien, c'est pas la même histoire, c'est pas la même déportation, c'est pas le même nazisme, et c'est pas la même résistance. Et donc ces femmes-là, je dirais, avaient contre elles deux handicaps, si on peut dire. Elles ne pratiquaient pas la résistance classique, longtemps classique et reconnue, en armes politiques, les réseaux, et d'autre part, elles étaient des femmes. Vous savez que dans la résistance classique, c'est une résistance très genrée, très masculine, très virile. Voilà. Et puis, elles appartiennent à ce que Jacques Semelin, qui est très connu ici pour ses ouvrages, a été un des premiers appelés, dans un ouvrage maintenant presque ancien, si j'ose dire, la résistance sans armes,
face à Hitler. Et puis on dit pas tellement, parce que sans armes c'est pas assez fondateur, on préfère dire la résistance civile ou non violente. On peut dire aussi, et peut-être que ça les concerne toutes les deux, je ne sais pas, elles sont filles de pasteurs, la résistance spirituelle. Et je me souviens, lorsqu'on a fondé, et puis je vais en terminer, le lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon, j'étais dans le comité scientifique, on était 4, Philippe Joutard, historien des protestants, et moi, et de l'autre côté, Jacques Sévenin et Annette Viviorca. Et nous, on parlait, Philippe Joutard et moi, de résistance spirituelle. Et Annette Viviorca, laïque, et Jacques Sévenin, laïque, ça les agaçait. Or, alors c'est vrai, il ne faut pas confondre résistance civile et spirituelle. On peut faire la résistance civile sans avoir de spiritualité particulière. On peut aussi faire la résistance civile en ayant une spiritualité laïque. Et je pense que la France n'a pas assez, y compris Yad Vashem pour les justes, n'a pas assez mis en valeur les instituteurs. Jacques Sévenin, dans un récent débat ici même, on était ensemble, rendait hommage aux hussards noirs de la République. Parce que finalement, quand on parle des justes en France, on pense souvent à des prêtres, Monsieur Saliège à Toulouse, à des pasteurs, Trocmé au Chambon-sur-Lignon, et on oublie la pléiade, l'infanterie des instituteurs publics, laïques. Certains étaient protestants, d'autres étaient tout simplement laïcs et même anticléricaux. Voilà, donc on distingue résistance spirituelle et civile. En tous les cas, c'est une résistance non violente. C'est une résistance dont l'un des principaux points de définition est d'avoir non pas attaqué l'Allemagne, mais d'avoir, et on retrouve les Juifs, d'avoir essayé de protéger du prédateur nazi les proies désignées. Voilà. Et c'est un geste de résistance que de mettre à l'abri la proie désignée du prédateur. Voilà. Et un geste extrêmement personnel, extrêmement singulier et personnel, à la différence des résistances politiques, Patrick Cabanel. Je ne veux pas monopoliser, on est nombreux là, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on a tendance, quand on parle des justes, notamment de ces femmes, elles sont un peu exceptionnelles. Surtout, je pense peut-être, à Adélaïde Oval, pour ce qu'elle a fait à Auschwitz, etc. Mais on a tendance, quand on parle des justes, à les héroïser comme s'ils étaient des gens seuls. Vous voyez, le héros vraiment dans sa solitude absolue et exemplaire. Or, on sait, il faut bien le dire, qu'on est rarement juste seul. Et souvent, les justes sont justes, enfin, ils sortent des juifs avec des juifs. Et donc il y a des réseaux aussi. Et voilà, alors le mot réseau, vous savez, les sociologues en discutent, ça peut être très construit, ça peut être un peu informel, mais on est rarement juste seul, comme on est rarement résistant seul. C'est collectivement qu'on est juste, qu'on est résistant. Et c'est très intéressant de terminer cette introduction sur cette question de résister en dehors des réseaux politiques, mais néanmoins résister au sein de ses propres réseaux, puisque c'est une dimension que l'on va aborder avec ce récit biographique de Frédéric Anquetil. Merci beaucoup, Patrick Cabanel, pour cette introduction sur cette question de la résistance féminine non violente. C'est ainsi que vous l'avez qualifié, avec cette dimension spirituelle importante, et cette question de comment justement on entre en résistance et au sein de quels réseaux, quels sont ces réseaux, si ce ne sont pas des réseaux politiques. Alors Frédéric Anquetil, Annette Monod, elle a la singularité d'avoir consacré l'intégralité de sa vie à la cause des détenus, si j'ose dire, quels qu'ils soient, et ça c'est une dimension extrêmement intéressante de l'engagement de cette femme tout au long de sa vie. En ce qui concerne la résistance à proprement parler pendant la Seconde Guerre mondiale, on est dans la période 1940-1945, elle a pris de nombreuses initiatives pour aider les internés juifs et évidemment également les prisonniers politiques, mais au fond, qui était-elle? C'est la question que je vous pose, Frédéric Anquetil, à laquelle vous allez répondre avec des documents photographiques à l'appui. Donc Frédéric Anquetil a préparé ce diaporama, vous allez voir, avec des documents extrêmement intéressants qui vont nous permettre non seulement d'avoir accès à ce qu'on appelle des preuves en histoire, c'est le rôle de l'archive, mais aussi de nous permettre de nous remettre dans une époque, parce que c'est toujours extrêmement difficile d'envisager ces questions, et de ne pas faire d'anachronisme. C'est important d'essayer de se remettre dans l'époque, d'essayer de comprendre comment les gens cheminent et finalement vont à un moment donné agir, l'entrée en action. Est-ce que je peux dire mais bien sûr. un mot au sujet de la résistance de Madame Monod? Elle a eu la médaille de la résistance, ce qui montre qu'on a reconnu publiquement ses actions de résistance.